Au quotidien cette semaine avec les 24 heures camions, les 24 et 25 septembre. Bienvenue à vous dans le journal présenté ce soir par Hélène Galliana. Bonsoir chère Hélène. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, les vendanges battent leur plein en Sarthe. Le Janière 2022 s'annonce comme un cru exceptionnel, vous allez le voir. Forever Young, la nouvelle vitrine du sport au Mans, ne fait pas l'unanimité. Nordinaric répond dans ce journal culture avec une idée de sortie pour les journées du patrimoine, c'est ce week-end, et aussi une expo à découvrir sur les grilles de l'hôtel du département. Et l'invité de votre journal ce soir Hélène ? C'est Antoine Boutet, le président de la LDH, la Ligue des droits de l'homme de la Sarthe. Une bonne nouvelle pour démarrer ce journal, le Janière 2022 aura tout d'un très grand cru. Depuis le 6 septembre dernier, les vendanges battent leur plein en vallée du Loir. Après un été très chaud, le millésime s'annonce particulièrement bon, tant du côté de la qualité, mais aussi de la quantité. Direction Rueil-sur-Loire avec Enzo Maubert. Dans ce domaine, comme dans le reste de la vallée du Loir, on vendange les 19 hectares de vignes depuis plusieurs jours déjà. Un démarrage précoce, conséquence d'un été sec et ensoleillé. L'année dernière, on avait gelé. On avait eu par exemple un été qui était beaucoup moins chaud et donc on a vendangé qu'au 25-27 septembre l'année dernière. Donc forcément quand on vendange plus tard comme ça veut dire qu'il faut attendre une certaine maturité. Donc le fait d'avoir des vendanges précoces, on assure une très belle qualité. Et les grappes sont en effet belles et généreuses, tout comme la vigne qui a bien résisté à la sécheresse. On voit dans l'ensemble, le feuillage est encore beau et encore vert. On a la chance, c'est qu'on a quand même un cépage, le chenin, qui a beaucoup d'acidité. Et surtout ici, on est planté sur des sols calcaires, des sols de tuffeau, ce qui fait que ça reste des sols très frais. Et donc c'est pour ça qu'on a des parcelles de vignes qui n'ont pas encore trop souffert des périodes de canicule qu'on a pu avoir dans l'été. Placé sous une bonne étoile, le millésime 2022 promet donc d'être un très bon cru. On peut déjà goûter les raisins et en fait on s'aperçoit qu'il est déjà très peu acide. Donc cette année il y aura moins d'acidité, un petit peu plus de sucre et un petit peu plus d'alcool aussi par rapport à l'année dernière. Donc on va retrouver des millésimes comme 2018, comme 2019, plus ronds, plus souples, plus soyeux en bouche également. Des qualités gustatives que l'on devrait retrouver dans les prochaines années. Avec le réchauffement climatique, les cépages sartois s'adaptent. Il y a 50 ans, les vins blancs, les janières que l'on faisait, ils étaient très secs, très acides, parce qu'il y avait beaucoup moins d'ensoleillement. Aujourd'hui, c'est vrai que l'ensoleillement est beaucoup plus présent toute l'année, ce qui fait c'est favorable pour faire déjà des janières un peu moins secs, avec un peu moins d'acidité, et on peut faire aussi un peu plus souvent des demi-secs et des moelleux. 10 jours de vendange attendent encore la vigneronne. Chaque année, le domaine produit 90 000 bouteilles de janières et coteaux du Loir. Un recul très léger à noter du côté de la sécheresse dans notre département. Oui, vous allez le voir sur ces images, la situation tend légèrement à s'améliorer ces jours-ci en Sarthe. 6 bassins versants sont toujours en situation de crise. Début septembre, l'ensemble du territoire était en zone d'alerte et 11 en situation de crise. Il y a du mieux donc. La mobilisation pour les familles à la rue, on va en parler ce soir avec l'invité de notre journal. On reçoit Antoine Boutet, président de la Ligue des droits de l'homme de la Sarthe. Cette année, des enfants ont fait leur rentrée scolaire, ont fait leur rentrée dans des établissements scolaires du département. Des enfants qui, avec leur famille, vivent à la rue sans domicile fixe. Le plus jeune d'entre eux aurait 3 ans. La situation fait justement les titres de la presse locale depuis plusieurs semaines. Les politiques se saisissent aussi du dossier et des associations se mobilisent. Bonsoir Antoine Boutet. Bonsoir. Vous êtes le président de la Ligue des droits de l'homme de la Sarthe et au sein justement de la LDH, vous appelez à un rassemblement ce vendredi devant la préfecture. Depuis quand est-ce que vous avez connaissance de la situation de ces familles ? Eh bien, depuis la mi-juillet à peu près, où ça s'est confirmé. On avait eu des préalertes en fait, et à partir de la mi-juillet. Donc au 10 août, nous avons écrit à des élus, au maire du Mans, au maire d'Allonne, au maire de Coulennes et aux députés du département, pour les alerter sur la situation, puisqu'on n'avait aucune réponse des services de l'État. Et la raison, c'est un manque de place, on l'explique ? Alors la raison principale, oui, c'est une raison budgétaire en fait, où on nous dit que les places sont limitées. Alors en Sarthe, le nombre de places d'accueil au niveau du 115 a diminué ces derniers mois. Et donc forcément, à partir du moment où elle est diminuée et elle est contrainte et contingentée, eh bien des familles qui font appel au 115 aujourd'hui, qui font un appel au secours, avec des femmes seules, avec enfants aussi, c'est à signaler, se retrouvent à la rue. On leur dit il n'y a pas de place pour vous.
C'est-à-dire que tous les jours, depuis donc 2 mois quasiment, ils appellent tous les soirs le 115 et tous les soirs on leur dit non, c'est pas possible pour vous ce soir. Tous les soirs, on leur dit non, c'est pas possible pour vous ce soir. Donc effectivement, au fil du temps, une solidarité s'est organisée, alors une solidarité de proximité, avec notamment l'association du DAL qui a... Droit au logement. Droit au logement, voilà, 72, qui a ouvert... qui a permis à ces familles de venir dans une salle municipale. La salle Barbara, oui. La salle Barbara. Sans l'autorisation de la ville du Mans, il faut le préciser. Ils ont investi la salle d'eux-mêmes. Tout à fait, voilà, face à la situation. Il y a aussi des paroisses qui se sont mobilisées. On a aussi... des parents d'élèves, on les voit, qui d'élèves, signent une pétition. Tout à fait, des écoles aussi, des écoles qui étaient prêtes à accueillir des jeunes. Là, pour cela, on a quand même réussi à obtenir des places au 115. Je pense que les autorités voyaient d'un mauvais œil le fait que des parents avec enfants dorment dans les écoles. Et puis nous avons aussi effectivement des particuliers qui ont ouvert leurs portes par générosité, mais toutes ces situations sont extrêmement précaires en fait. Les appels au 115 justement, la tendance va vers la hausse. Est-ce qu'on arrive à la saturation de ce système ? De cette organisation? Non, nous, on ne pense pas qu'on arrive à une... Enfin, on arrive si à une forme de saturation, c'est-à-dire qu'il y a un engorgement, puisque normalement, les familles qui arrivent au 115 passent par un service d'information et d'orientation pour leur permettre de revenir dans le circuit normal, et que bon nombre de situations ne trouvent plus de solution vers la sortie, en fait, donc vers le droit commun, j'ai envie de dire. Là, on est véritablement sur une situation que je qualifierais d'humanitaire, puisque ce sont des enfants, et que nous rappelons d'ailleurs avec force que là, les services de l'État sur le département enjambent la Convention internationale des droits de l'enfant qui devrait normalement... Qui a été ratifiée par la France et qui devrait être respectée, c'est ce que vous avez dit au préfet? C'est ce que j'ai dit tout à fait au préfet, c'est ce qu'on lui rappellera. Il suffit simplement, et là, si vous permettez, je vais lire simplement le début de l'article 3 de cette Convention internationale des droits de l'enfant pour que les téléspectateurs se rendent bien compte de quoi il s'agit. Dans toute décision qui concerne les enfants, qu'elle soit le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives, donc là c'est le cas, ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. Donc nous en appelons au service de l'État de prendre les responsabilités pour que plus un enfant ne dorme à la rue et que des enseignants aient à croiser le regard le matin de ces enfants qui dorment dans la rue, quoi. Juste très rapidement, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, 70 élus du département ont signé et adressé un courrier au préfet justement pour se saisir de ce dossier. Ils demandent des fonds budgétaires débloqués et nécessaires pour garantir l'accueil de toutes les personnes privées d'hébergement. Est-ce que vous pensez que la mobilisation des politiques peut faire avancer le dossier? Bien sûr, nous appelons à un élargissement de ce problème qui s'était déjà posé il y a quelques années, qu'on avait quand même réussi en discutant avec les services préfectoraux à réguler les choses, et là on voit que ça réapparaît aujourd'hui, et donc oui, l'intervention des politiques est primordiale, comme l'intervention large de l'ensemble de la population. Ça ne concerne pas que les 24 associations signataires de cette pétition, mais ça nous concerne tous. Oui, parce que vous serez nombreux, et vous êtes de nombreuses associations. Vous serez donc demain à 17h30 devant la préfecture de la Sarthe, et vous signez une pétition, et vous invitez évidemment tous ceux qui veulent signer cette pétition à se rendre donc place Aristide Briand. Merci beaucoup Antoine Boutet. Je rappelle que vous êtes le président de la Ligue des droits de l'homme de la Sarthe. Merci à vous. On va parler à présent, Hélène, de la nouvelle vitrine du sport au Mans qui ne fait pas vraiment l'unanimité. Forever Young revient cette année pour une deuxième édition du 20 au 25 septembre. C'est un événement centré sur la jeunesse, la culture, mais aussi les activités sportives et qui remplace la traditionnelle fête du sport qui regroupait à la rentrée les associations et clubs sportifs qui espéraient recruter de nouveaux licenciés. Mais pour certains de ces clubs et associations, cette nouvelle mouture de ce grand rendez-vous des sports arrive un petit peu trop tard. L'adjoint au sport de la ville du Mans, justement, Nordine Arik, s'explique. Là aujourd'hui on part sur un événement festif, pas un lieu d'inscription. Comme j'ai dit, le digital en 2022 a énormément progressé, et on dit on se doit, comme je dis, des accompagner, je vais me répéter sur ça, on se doit de s'accompagner sur ces outils informatiques pour s'inscrire. Attends, on a quand même travaillé avec des associations locales, quand même, parce que c'est important, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'association locale, c'est important de les mettre en avant, c'est une tribune pour eux. Et c'est un peu ça qui était voulu au départ. Maintenant, il était hors de question de mettre qui que ce soit de côté. On va ouvrir une page de patrimoine à présent, Hélène.
À l'occasion de la 39e édition des Journées européennes du patrimoine qui se déroulent ce week-end, une idée de découverte parmi d'autres dans le programme est riche dans le département. Visite du manoir de la Cour à Asnières-sur-Vègre. Des visites guidées de cet édifice médiéval seront proposées tout le week-end. L'un des mieux conservés du département. Avant-goût avec Anthony Piton. Asnières-sur-Vègre, une petite cité de caractère avec son lot de monuments classés aux monuments historiques. Le manoir de la Cour du XIIIe siècle témoigne d'une époque, quand la seigneurie d'Asnières appartenait aux chanoines de la cathédrale du Mans. Les manoirs, en fait, il y en a certains qui ont traversé les siècles. Le souci, en fait, c'est que ces manoirs ont souvent été profondément transformés. Donc ce manoir a été un petit peu transformé, mais ces transformations ne sont pas très profondes. Donc finalement, on va retrouver des énormes éléments de maçonnerie qui sont d'origine. Parmi ces éléments d'époque, la charpente, qui a permis de dater le bâtiment grâce à la dendrochronologie, qui est la datation par les arbres. Sa construction a eu lieu entre 1293 et 1295. Donc c'est un bâtiment qui va avoir plusieurs fonctions. Une fonction agricole, comme la grange limière, avec 2 grands celliers au rez-de-chaussée, et une fonction plus seigneuriale à l'étage, avec la grande salle des plaies dans laquelle nous nous trouvons, qui est une salle de pouvoir et d'apparat. Plusieurs visites sont proposées tout au long du week-end pour les Journées du patrimoine. Une exposition consacrée aux manoirs médiévaux du Maine est aussi présentée à l'intérieur du manoir. La visite commentée de cette exposition permettra en fait de comparer les éléments médiévaux du manoir de la Cour avec d'autres éléments médiévaux dans des manoirs qui sont situés aux alentours d'Asnières. Et on finira la visite par un petit tour dans le village d'Asnières, puisqu'on a un village médiéval à Asnières. C'est pas un terme galvaudé, pour le coup, il y a plusieurs maisons qui ont été datées, notamment par la dendrochronologie. Donc on sait que ces maisons sont médiévales et on va retrouver des formes qui sont très proches et qui sont inspirées de celles du manoir de la Cour. Chaque année, entre 6 000 et 7 000 visiteurs se pressent au manoir de la Cour. Les visites lors des Journées du patrimoine sont totalement gratuites. Allez, pour finir ce journal, le lancement d'une exposition photo, Hélène. Ça se passe sur les grilles de l'hôtel du département Le Mans 1900. Vous replonge dans la ville d'il y a un siècle, mais c'est aussi un hommage à l'inventeur de la carte postale. C'est un Sartois, Léon Bernardo. Voilà, découverte avec Laure Girard et le président du conseil départemental de la Sarthe. Et en musique, vous allez voir. Qui de ces passants de 1900 ou de nous autres contemporains regarde vraiment l'autre? C'est la question que l'on peut se poser devant cette exposition de cartes postales géantes. On a à la fois les piétons aussi, on voit avec les ombrelles, il y a beaucoup de gens qui se protégeaient du soleil à cette époque. Image du passé, et pourtant, Le Mans est bien reconnaissable pour celui ou celle qui prend le temps de regarder. J'ai trouvé que c'était intéressant pour nous de présenter des aspects disparus et de mettre le spectateur en promenade dans cette ville qui a subi des modifications parfois importantes, parfois peu importantes. Une exposition qui magnifie notre patrimoine urbain. Le mélange entre à la fois la vie quotidienne, l'activité économique, déjà la modernité, des tramways présents sur quasiment tous les clichés. Donc une ville qui était déjà dynamique par rapport à ces transports et un exemple de plus d'un siècle. Morceaux de ville et de vie des Manceaux à découvrir sur les grilles du parc Victor Hugo au Mans. Merci pour ces belles images. C'est la fin de ce journal. Une page de pub, la météo, et on se retrouve juste après. À tout de suite. Au quotidien cette semaine avec les 24 heures camions, les 24 et 25 septembre.